Allô, quel est ton nom? Alexia Boulian, Tu as quel âge? 5 ans, Tu habites où? à Montréal. Quelle est ta date de fête? Le 23 septembre 2014. Valexia Boulian est une des petites participantes les très actives au sein de la Fondation Sunny Day Extrême. Elle fait régulièrement des vidéos pour les personnes âgées. C'est accompagnée de sa maman que nous allons la rencontrer aujourd'hui dans un parc près de chez elle. Moi, je suis travailleuse sociale de formation, puis je travaille au CHUM. Donc, pendant la pandémie, Valexia était près de moi. On a déménagé chez mes parents parce que je suis mère monoparentale. Et donc, je travaillais dans le sous-sol. Et puis, Valexia m'entendait parler parce que je faisais du psychosocial, bien entendu, là, avec mes nombreux patients. Puis, j'ai vu passer sur Facebook Sunny Day, qui, en fait, je trouvais ça intéressant que Valexia puisse envoyer des dessins dans un premier temps, des vidéos. Puis, on est allé jusqu'à faire des zooms directs avec des personnes. Ouais. Je parle aux personnes âgées à chaque lundi et Tu leur racontes tu racontes une histoire ou qu'est-ce que tu non, fais? je fais de la danse, je chante une chanson. Je lui fais soit une danse ou une chanson, je lui demande. Là. Je vais vous chanter une belle chanson pour désennuyer les personnes âgées. Bonjour les enfants! Êtes-vous prêts à chanter avec moi? Moi, je préfère la danse. Tu préfères la danse? Oui, parce qu'on a juste une chanson en réserve, c'est celle de ma première année. De ta première année? Oui. Donc, tu peux danser, puis là, à ce moment-là, les personnes âgées, ils voient, tu danses Oui, le et hip-hop. des fois, il fait des rythmes comme ça. Ils suivent comme ça avec leurs Oui. mains? Ou sinon, leur visage, il change. Bon, ben bonjour. Je voulais juste vous dire que je sais que c'est difficile, le coronavirus, mais moi, je vous aime, je pense à vous. Bye bye! Comment les personnes âgées réagissent quand ils voient justement les vidéos là, de Valexia? Bien, il n'en revenait pas, premièrement, que quand elle disait qu'elle avait 5 ans. Ça, il était vraiment estomaqué, là, parce qu'il dit, ben voyons, ça se peut pas, tu sais, mais oui, ça se peut. Et puis, il était content. Puis même, vers la fin, il y avait des gens qui étaient moins volubiles ou tu voyais là, qu'il y avait plus de difficultés, puis ça la dérangeait pas. Mais quand elles chantaient ou dansaient, ils faisaient un rythme avec leurs mains où tu voyais leur visage changer. C'était vraiment impressionnant là, de les voir. Bonjour les personnes âgées. Ben, je voulais juste vous dire bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Puis, j'espère qu'on va se voir bientôt en vlog. Et puis, bye bye! Des fois, c'est elle qui me dit « Ah, ben là, maman, on va faire une vidéo. Bon, parfait. Outre les zooms là, qui sont réguliers, ça y tentait de faire une vidéo avec un ami. À un moment donné, elle était au parc. Elle se balançait avec une petite fille qu'elle venait de rencontrer. Puis elle dit « Attends-tu, on va faire une vidéo pour les personnes âgées. Fait que moi, j'étais voir le père de la petite fille. J'ai dit « Ben, est-ce que ça vous dérange? Tu sais, ça va passer sur les réseaux sociaux. » Pas de problème, pas de problème. J'ai expliqué le contexte et tout. Oui. Puis elle a fait sa vidéo avec son ami. Puis... Et Livia et moi, on voulait vous faire un spectacle. Alors c'est parti. Et peut faire un spectacle ensemble. Toi, t'aimes les personnes âgées. Oh que oui. T'aimes les personnes âgées? Pourquoi? Ouais. Parce que, en fait, j'aime bien leur rendre visite sur Zoom. Parce que on dirait que ils sont dans un autre pays où il n'y a pas de COVID. Est-ce que tu as hâte d'être vieille, toi? Non. Pourquoi tu n'as pas hâte d'être vieille? Parce que, ben, j'ai pas hâte d'être vieille. Tu n'as pas hâte d'être vieille, mais pourtant, tu les aimes, les personnes âgées? Ben oui, mais moi, j'ai pas hâte d'être vieille. Tu n'as pas hâte d'être vieille, non? Non. Nous allons présenter aujourd'hui un organisme qui fait vraiment la différence dans la vie des personnes dans le besoin, la Tablée des chefs. Nous allons rencontrer des femmes de cœur.
L'Atelier des chefs, c'est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de nourrir des gens dans le besoin et d'éduquer des jeunes au niveau culinaire. Donc, c'est vraiment la mission de l'Atelier des chefs. Et ça fait combien de temps que ça existe, l'Atelier? En fait, c'est depuis 2002 que l'Atelier a été fondé. Et depuis 2002, on a nourri, en fait, on a redistribué 4 millions de portions de nourriture à des gens dans le besoin. Et on a rejoint 34 000 jeunes à travers nos programmes d'éducation culinaire. Quels sont, c'est ça, tous les programmes et toutes les activités qui sont offertes par l'Atelier des chefs? En fait, on a 2 volets. On a le volet nourrir. Dans le volet nourrir, on a le programme de récupération alimentaire qui mobilise vraiment le milieu HCRI, donc hôtellerie, et aussi on a tout le milieu, le volet institutionnel. Donc l'intention du programme de récupération alimentaire, c'est vraiment de récupérer les surplus de nourriture. On a aussi la Semaine des écoles hôtelières qui est dans le volet nourrir. Ça, c'est une initiative qui mobilise les gens de la relève étudiante qui étudient au niveau culinaire dans les écoles, différentes écoles hôtelières à travers le Québec. À travers le Québec. Et c'est annuel. Et avec cette initiative-là, on a à peu près 90 000 portions de nourriture qui est réalisée à chaque année vers le mois de mars. Pour le volet éduqué, on a un programme qui s'appelle les Brigades culinaires, qui est offert à des jeunes adolescents de 12 à 17 ans dans les écoles secondaires. On veut leur donner le goût de cuisiner, on veut leur montrer à cuisiner. Et on a aussi le programme Cuisine ton avenir, qui, lui, est vraiment adressé à une clientèle qui a des grands besoins, donc la clientèle des jeunes de centre jeunesse. Encore une fois, on donne un coup de pouce à ces jeunes-là, on leur montre à cuisiner, on veut qu'ils développent leur autonomie alimentaire. On a bien sûr les écoles de cuisine, donc on a 3 écoles de cuisine, celle ici à Longueuil, celle à Montréal au marché Jean Talon et celle à Québec au Grand Marché de Québec. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours comme chef cuisinier. Oui, bien moi, en fait, j'ai plus de 10 ans d'expérience en restauration. Donc, j'ai fait mon cours à l'ITHQ. J'ai développé une passion très, très vive pour la cuisine et pour la transmission aussi de mes connaissances. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis tournée vers l'Atelier des chefs parce qu'en partie, on donnait des ateliers de cuisine pour transmettre l'éducation, faire une éducation alimentaire au grand public et promouvoir la bonne alimentation aussi à travers tout ça. Avec la COVID, en fait, on s'est réorienté à travers les cuisines solidaires, qui est comme on a transformé nos écoles de cuisine qui étaient destinées à l'éducation alimentaire en grosses cuisines de production pour les cuisines solidaires, donc vraiment pour produire pour les gens dans le besoin des repas. Donc, c'est vraiment très gratifiant. On voit que ça apporte du réconfort dans les foyers, donc ça apporte beaucoup de sens à ce que je fais, donc à mon métier. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi tu as décidé de faire du bénévolat. Au départ, je pense que faire du bénévolat, c'est comme donner au suivant. Donc, ça permet de redonner à la société, parce qu'on est quand même très gâtés dans notre société. Et pourquoi tu as choisi spécifiquement l'Atelier des chefs? D'abord, l'Atelier des chefs, c'est pour la mission. Et ce que je trouve aussi intéressant dans l'Atelier des chefs, c'est l'éducation qu'ils amènent aux jeunes. Ça, c'est vraiment ce qui m'a allumée. C'est sûr que la partie d'alimentation aussi. Et vraiment, c'était plus la mission de l'Atelier des chefs. Puis, on est bénévoles, on est très bien traités. On n'est pas obligé de venir à toutes les semaines. On nous envoie la planification. Si ça fait notre affaire, si ça rentre dans notre horaire, on peut tout simplement s'inscrire, puis on participe à l'événement. Vous avez la chance de voir des gens en action qui produisent pour notre initiative des cuisines solidaires qui a été, qui est partie, qui est née durant la COVID. En fait, on a mobilisé plus de 100 chefs cuisiniers à travers le Québec. Ça représente à peu près 70 établissements restaurateurs. Nos écoles de cuisine ont également contribué. Et à ce jour, on est à 1 850 000 portions de réaliser. C'est extraordinaire. Et ce que vous voyez ici, c'est le dernier, en fait, 150 000 portions qui sera réalisé par les 2 écoles de cuisine, celle ici de Longueuil et celle à Québec. Donc, pour atteindre le 2 millions de portions de nourriture qui aura été offert à travers tout le réseau de banques alimentaires Québec. Mon Dieu. Voilà. Alors, c'est bien réussi. Mais merci beaucoup, Nathalie.
Nous serons tous touchés à un moment donné de notre vie par le deuil. Nous allons voir aujourd'hui comment la musique peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les familles endeuillées. Le dernier hommage, c'est né justement en 2017. J'ai quitté l'enseignement dans une école où j'étais presque à temps plein, donc j'avais beaucoup d'élèves. Et je voulais vraiment rester en musique. Je trouve que c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Puis j'ai fait le rapprochement avec un événement que j'avais fait, que j'ai vécu quand j'étais petite. Ma grand-mère est décédée, j'avais 11 ans. Puis elle était très croyante, elle aimait beaucoup la musique. Puis elle a appris qu'elle avait un cancer. Elle est venue me voir et elle m'a demandé « Pascal, jouerais-tu du violon pour mes funérailles? J'aimerais ça entendre l'Ave Maria. » J'ai acheté la partition, je l'ai pratiquée de son vivant. Fait que c'était quand même difficile. Ça doit être puis quand elle est décédée, bien, je l'ai jouée, puis j'ai été capable émotivement de la jouer du début à la fin. Puis quand j'ai terminé, j'ai comme fait « Wow! » Je me suis moi-même surprise, en fait, à être capable de la faire sans pleurer, sans me tromper et tout. Donc, depuis ce temps-là, je me rends compte aussi que tous mes grands-parents qui sont passés, mes oncles, mes tantes qui sont décédés, je me suis toujours fait un devoir de jouer pour leurs funérailles parce que je trouvais que c'était ma façon de contribuer. Autant quelqu'un va vouloir faire un témoignage autre, en fait. Moi, ça a toujours été par la musique que j'ai été capable de m'exprimer. Puis j'ai décidé de créer cette compagnie-là en 2018 pour combler un besoin. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des groupes de musique qui vont faire des mariages, des funérailles, des 5 à 7, mais un service spécialisé pour les personnes en deuil. Okay. Je pense que ça n'existe pas. Puis... Quand les gens vous rencontrent, comment ça se passe? C'est quoi votre démarche? Parce que souvent, j'imagine, les gens sont comme beaucoup dans l'émotion. Ils ne doivent pas nécessairement savoir ce qu'ils veulent. Donc, comment vous faites pour les aider, à les accompagner, dans le fond, à développer peut-être ou à voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau d'un contenu musical? Je les aiguille, en fait. J'y vais très personnalisé, en fait. Il y a des gens qui m'appellent, qui sont... disons, ils ont perdu leurs parents ou c'était quelque chose qui était prévu, quand ça peut être prévu. Ils ne sont pas nécessairement très touchés. Il y en a qui sont, à l'inverse, complètement bouleversés. Donc, je prends la personne quand elle m'appelle. Première chose, choisissent l'instrument, les instruments qu'ils veulent et le répertoire. Puis, s'ils sont vraiment complètement bouleversés, moi, je peux leur dire, OK, bien, je vais vous trouver du répertoire. Puis, on va faire une belle cérémonie. On va rendre hommage à votre personne décédée. Donc, dans votre quotidien, vous avez à rencontrer les gens qui sont beaucoup dans l'émotion. Donc, c'est quoi votre plus grand défi que vous rencontrez au quotidien? Je vous dirais l'empathie que j'ai envers les personnes s'adapte à chaque personne. Je vous dirais, le défi, c'est peut-être plus au niveau de la musique. Des fois, j'ai des demandes spéciales qui ne sont pas dans mon répertoire. Des fois, trouver les partitions, ça devient des fois un défi. L'autre chose, c'est tout dépendant des instruments. Comme je vous dis, il y avait beaucoup flûte, violon, piano. On a des formations de base avec lesquelles on a déjà un bon répertoire. Si j'ai des cas, comme j'ai une cérémonie qui s'en vient c'est une grande cérémonie avec grande pompe, avec des cuivres, trompettes, trombones, des chanteurs, des cordes. Donc là, il faut, moi, que j'arrime tout ça ensemble, trouver les partitions, faire des arrangements. Ça, c'est d'arriver au jour J complètement prête. Avec toutes les partitions, ça aussi, ça peut être un défi. Puis, quelle est votre plus grande satisfaction à faire ce travail-là? Parce que c'est quand même particulier d'être confronté au deuil, donc. Oui, mais je vous dirais que c'est le résultat final. Quand les gens viennent me voir, les familles viennent me voir et me disent « Ah, c'était tellement beau », je vois la différence que ça fait dans le deuil de la personne. C'est comme si on a été capable de mettre un élément, une touche d'émotion dans la cérémonie. Puis les gens qui vont se rappeler dans 2, 3, 4, 5 ans la cérémonie, souvent, les pièces vont revenir. C'est pas rare que je fais une pièce puis que quelqu'un vient me dire « Ah oui, il y avait ça au funérailles de ma mère il y a 5 ans ». C'est comme si la musique, c'est tellement émotif puis ça vient chercher les gens. Donc moi, mon cadeau, c'est quand les personnes viennent me voir pour me dire « C'était vraiment beau, tu as fait une belle job finalement ».